Nous, ce qui nous intéressait, c'était de pouvoir avoir accès à l'innovation et continuer le travail qu'on avait pu faire pendant de longues années à l'hôpital, mais pouvoir continuer ça dans un cabinet. Avant tout, je pense qu'il faut que l'équipe médicale soit partante au sens large. Alors évidemment, l'énergie est portée par l'investigateur principal, mais il faut qu'il y ait des relais, sinon ça ne marche pas. Et donc on a eu, nous, une vraie décision collective de dire on y va. Alors après, comment on y va? Il faut qu'il y ait derrière une équipe de collaboratrices et collaborateurs motivés et suffisamment nombreuses pour avoir les backups derrière. Donc on a au moins sur chaque poste 2 ou 3 personnes qui ont été volontaires. Donc on a fait ça plutôt sur le mode du volontariat afin de présenter le projet recherche et savoir parmi nos 10, 12 collaboratrices quelles étaient celles qui étaient motivées. Au départ, c'est beaucoup de travail de préparation. Et puis une fois que c'est préparé, en fait, chacun se sent plus ou moins en confiance. Et puis on peut faire le pas du premier recrutement et voilà, après on est dans le wagon et on saute dedans. Et puis en fait, tout le monde a été à son poste et content. Il y a quand même une personne un peu clé dans ce départ, c'est une orthoptiste donc, qui était volontaire et qu'on a fait monter en attaché de recherche clinique, alors à temps partiel, mais on lui a vraiment dédié du temps de formation, de la disponibilité dans la semaine pour qu'elle soit en relais pour l'information patient, prendre du temps et pour évidemment gérer la partie administrative, au-delà du ICRF, la partie administrative, pour qu'on puisse mener à bien aussi parallèlement l'étude clinique. Donc il y a vraiment une personne clé qui est disponible, qui fait donc fonction d'attaché de recherche clinique. Moi, évidemment, je suis le référent de l'étude. Et même si c'est moi qui ai permis la première inclusion, en fait, derrière, très très rapidement, mes associés ont inclus dans Octopus et Swift les patients suivants. Il y a un petit canevas que je me suis préparé sur la présentation d'une étude clinique, du produit, afin d'être réactif et d'être clair. Et la deuxième chose qu'on a préparée aussi, c'est quel est le type de patient auquel on allait le présenter. Et donc vraiment, moi je m'étais dit pour les patients naïfs, vraiment à qui je vais présenter ce produit et cette étude. Et donc dès que le patient s'est présenté, une patiente en l'occurrence, on était prêt pour vraiment lui présenter de la bonne manière, en étant sûr et convaincu qu'on allait aussi lui apporter quelque chose. C'est une vraie difficulté d'arriver à s'extraire du travail clinique habituel qui est super dense, hein, comme partout. Donc, c'est-à-dire que, bon, déjà, il faut être prêt, il faut connaître le produit, connaître les critères d'inclusion-exclusion pour rapidement voilà, savoir à qui on le propose, prendre un petit temps, mais finalement qui est assez court, de présentation de l'étude et par exemple de la chance que le patient peut avoir d'être éligible, de bénéficier du produit, voilà, dresser un petit peu le portrait de la recherche avec la prise en charge, hein, c'est un des critères, participer à l'innovation. Spontanément, on a fait comme ça, c'est-à-dire une détection assurée par le médecin, une information plus complète au calme, en dehors du flux clinique un peu agité par l'ARC, et après une reconvocation où on a prévu les explorations nécessaires à l'inclusion. Et à ce moment-là, moi, je sais que j'ai du temps aussi à dédier aux patients. Donc, finalement, un deuxième rendez-vous médical un peu plus long qu'on a déjà planifié, où moi aussi, je vais être disponible pour répondre aux questions, réexpliquer la prise en charge. Ça va être une prise en charge un peu premium, où on va faire plus attention aux patients, aux produits,
avec le téléphone pour nous contacter. Voilà. Donc ça, c'est des informations que moi, je redonne sur un deuxième rendez-vous médical où il y a les explorations qui, elles aussi, prennent du temps pour l'inclusion. C'est aussi finalement faire un profilage du patient, c'est-à-dire que si d'entrée il y a des termes de cobaye, s'il y a des problèmes d'observance, on sait que ce n'est pas la peine d'essayer de convaincre ces patients-là. Hein. Il faut que finalement ce soit une démarche un peu spontanée du patient où on sent sa motivation. Donc on élimine tous ceux qui ont un problème d'observance ou de mauvaise compréhension même de la pathologie. Il faut que ce soit des gens motivés. Voilà. À partir de là, une fois qu'on a bien présenté le produit, l'étude, que c'est une personne motivée qui a envie de se soigner, je dirais qu'on arrive à lever, il me semble, la plupart des freins d'anxiété ou de doute, parce que, en tout cas pour ces études, on connaît bien le produit à l'international. Donc l'anxiété de la prise en charge, mais ça on est habitué à la gérer. L'anxiété des effets secondaires, on les maîtrise en fait, hein, ils sont connus, donc on les chiffre, on informe, on est dispo, on explique. Et à partir de là, j'ai l'impression que ça avance bien. Il faut une équipe déjà mature au niveau clinique, mature au sens global, c'est-à-dire qu'il y ait les locaux adaptés, que le circuit patient soit bien identifié, qu'il y ait une équipe médicale plurielle, qu'il y ait des doublons, des triplons sur chaque poste. L'envie, parce que ça donne, non mais je dis ça, voilà, dans la plaisanterie, ça donne en fait l'énergie pour sortir un peu sa zone de confort, hein, c'est clair. Pour un nouveau centre, hein, j'entends. Après, j'ai l'impression que si on a envie, en fait, ça va assez vite parce que les patients, on les a. Ils sont nombreux et les patients, ils sont avides de participer à la recherche clinique.